Ok, alors aujourd'hui, j'aimerais parler de patrimoine qu'on trouve au programme de terminale en HGSP. Et on trouve dans une deuxième partie, dans un deuxième axe, la question de est-ce que la protection du patrimoine est vecteur de développement local? J'ai envie de revenir dessus pour que ce soit clair pour tout le monde. Le patrimoine, ça peut être un outil de développement économique. Pourquoi? Parce que il génère de l'attractivité. Et dans le cas où il génère de l'attractivité, le patrimoine devient un produit à valoriser, dans une logique commerciale. Par exemple, si je prends Rome, Rome attire chaque année près de 10 millions de touristes, qui représentent la première source de revenus de la ville. Et dans les pays en développement, c'est plus que ça, c'est souvent un facteur d'intégration à la mondialisation et en plus de développement des populations. Et donc, pour favoriser son attractivité, le patrimoine peut faire l'objet de politiques de marketing. Hein, on a une étude de cas dans le premier axe sur Versailles. Versailles, vitrine du patrimoine français. Hein, donc là, on est typiquement dans une logique de marketing commercial qui vise à mettre en avant Versailles dans une logique commerciale, mais aussi pour mettre en valeur le patrimoine qu'on va donc protéger dans cette logique de, de, ben voilà, de commerce et de marketing. Ensuite, la préservation de ce patrimoine est vecteur de développement durable plutôt. Durable et aussi d'identité finalement. Par exemple, on peut citer le sommet de la Terre de Johannesburg en 2002, qui a placé la culture comme le quatrième pilier de la durabilité, au même titre que l'économie au final. C'est-à-dire qu'on met au même niveau la protection du patrimoine, le patrimoine en général, et l'économie. Les savoirs traditionnels en matière d'architecture, de technique, agricoles, sont parfois une réponse dans ces cas-là aux enjeux globaux, comme le changement climatique. Et donc cette valorisation du patrimoine, elle est à l'origine de mutations territoriales, forcément. Hein. Faut bien se dire qu'on est en HGSP, histoire, géographie, géopolitique, sciences politiques. Donc il faut aussi prendre la dimension géographique. Dans le sens où si on veut valoriser le patrimoine, ça va créer des mutations territoriales. Pourquoi? C'est dans un sens, le patrimoine est un outil de requalification urbaine. On parle de requalification urbaine quand on fait référence par exemple à l'embourgeoisement ou à la gentrification. Cette gentrification qui renvoie à un afflux de population aisée dans un quartier qui est auparavant populaire et qui devient aisé à la suite d'opérations immobilières. Les quartiers, par exemple, avec des monuments historiques, font l'objet de spéculations immobilières. Et en réalité, la présence d'un monument historique donne de la valeur aux habitations environnantes. Quand on peut penser à la Tour Eiffel, par exemple, de Paris, hein, tout simplement. Hein. Et ces habitations sont ciblées par des personnes plus fortunées et forcent, entre guillemets, des personnes modestes à déménager et à s'éloigner en banlieue, puisqu'elles n'ont plus les moyens de payer les logements aux alentours d'un monument historique comme la Tour Eiffel. Donc la valorisation du patrimoine peut permettre aussi, si faut pas oublier quand même les espaces ruraux, ça peut permettre de contribuer à dynamiser certains de ces espaces-là. On peut penser à la mise en tourisme du patrimoine culturel de certaines sociétés comme des tribus Maasai au Kenya, les aborigènes en Australie, et qui peut conduire à, dans ce cas-là, désenclaver des territoires ruraux marginaux. Donc tout ça, ça rentre dans la question de quels sont les usages sociaux et politiques du patrimoine, qu'on peut essayer de diviser en trois parties. Un patrimoine qui est d'abord au service du pouvoir politique, d'accord, qui permet de montrer la grandeur d'un pays, de marquer les esprits via le tourisme, via des grands dirigeants qu'on va essayer d'inviter lors de sommets, comme a fait par exemple Macron il n'y a pas longtemps aux États-Unis, pour renforcer aussi une autorité politique, dans le sens où à Versailles par exemple, c'est là où on y accueille le Congrès. Dans un deuxième axe, si je peux le dire comme ça, le patrimoine permet une source, enfin, ça permet la cohésion sociale, c'est une source de cohésion sociale autour d'une culture, hein, forcément, et d'une identité commune. Pourquoi? Parce que quand on pense à la Tour Eiffel, Versailles, etc., pour le cas de la France, eh ben, c'est un héritage du passé qui est commun à tout le monde. Donc là, on va y retrouver, donc, comme je disais, Versailles, etc. On peut retrouver des châteaux, hein, dans un sens plus général, des églises, un patrimoine matériel, tout simplement. C'est une cohésion sociale aussi qui est fondée sur une recherche des racines.
de pratiques populaires, du folklore, des chants, des danses, du patrimoine immatériel aussi, mais aussi une langue, une architecture, des costumes, voilà, tout un patrimoine matériel et immatériel qui permet de donner du sens à une population, à un pays généralement, et de créer de la cohésion sociale. Et dans un troisième axe, on pourrait dire que le patrimoine aussi peut être source de tensions politiques. Par exemple, il peut y avoir des contentieux pour la possession d'objets patrimoniaux. Normalement, tu l'as vu, il y a une étude de cas dans le deuxième axe sur les frises du Parthénon, donc qui a créé un contentieux entre Athènes et Londres, où à l'époque, effectivement, il y avait des Anglais qui avaient volé une partie de ces frises du Parthénon, qui est aujourd'hui exposée au British Museum. Mais ça peut être aussi une source de tension et développer, mettre en valeur malheureusement, mais plutôt je dirais créer du terrorisme contre un patrimoine historique et religieux surtout. On peut penser à l'étude de cas sur le Mali, sur les mausolées de Tombouctou, qui font l'objet de, d'attaques terroristes, parce que dans le sens de la religion des djihadistes islamiques, dans le cas du Mali, les mausolées qui sont en fait voilà, comme des espèces d'édifices hein, érigés de la terre, comme ce sont des mausolées, des tombes en fait, dans la religion islamique, ces mausolées, des tombes, ne doivent pas dépasser de plus de quelques centimètres du sol en réalité. Euh, et si tu veux, euh, ils peuvent pas faire l'objet non plus d'une vénération. C'est-à-dire, on peut pas vénérer des dieux, des mausolées qui représenteraient un roi, un dieu, parce que c'est que dans la religion euh, musulmane, c'est que Allah qui peut être vénéré. Donc dans ces cas-là, ça fait l'objet aussi de destruction, comme le cas du Mali, où on peut penser à la Syrie ou à l'Irak avec Daesh.